Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, une sorte de paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, 10 siècles. Peu importe, l'humanité, elle a le temps. Moi, je pense que ça sera assez rapide, cette accession, parce qu'on a fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates jusqu'à aujourd'hui. On a fait la plus grande partie du chemin vers cet état de perfection. Alors cet état de perfection, c'est une perfection évidemment technique dans un premier temps, pour une sorte de cocon dans lequel l'homme va pouvoir vivre sa plénitude. Ce cocon, c'est la paix universelle, la fraternité, la fin des frontières, la mise en commun de tout, la fin du travail, la fin de l'activité telle qu'on la connaît, c'est-à-dire qui pour beaucoup n'est pas épanouissante. Donc la fin de ce travail-là, au contraire, l'accession à la contemplation, au bonheur, à la vie simple, la vie d'amour, quoi, une vie de rencontres, de voyages, de promenades, voilà, une vie innocente, on pourrait dire, voilà, arriver. Donc en fait, cette innocence, on l'avait à l'origine, lorsque nous étions des primates naturels. Sauf qu'on ne pouvait pas atteindre le sommet du bonheur, qui est l'extase, la contemplation, l'éveil, le nirvana, etc. Cet état-là. Et pour atteindre cet état, il fallait tout ce travail de progrès, tous ces progrès. D'abord, la prise de conscience de ce que nous sommes, de notre réalité, tous les questionnements sur qu'est-ce qu'il y avait à l'origine de l'univers, pourquoi il y a cet univers, qu'est-ce que c'est que cet univers, qu'est-ce que c'est que la matière, est-ce qu'il y a Dieu, est-ce que etc., etc. Toutes ces questions, il faudra qu'on y réponde. Donc l'humanité y répondra. On est sur la route de répondre à ces questionnements. Il fallait maîtriser notre comportement. Chez les primates naturels, lorsque nous étions des primates naturels, eh bien, c'est pas la tranquillité. Dans une troupe de chimpanzés de 40 ou 50 individus, il y a un nombre de bagarres, de coups bas, de trucs, etc., considérables dans une journée. Donc tout ça, c'est des choses qu'il fallait résoudre. Ils sont soumis aux caprices du climat, ils sont soumis aux prédateurs, etc. Tout ça, il faut pouvoir l'écarter. C'est le travail de notre évolution. Écarter tout ça pour vivre dans la sérénité, c'est-à-dire sans plus aucune crainte. C'est comme ça qu'on peut vivre l'extase. L'extase, elle se vit que quand il n'y a plus de... C'est la paix, en somme. Évidemment, on peut vivre l'extase même hors de la paix, mais disons que là, pour l'événement, il faut, pour accéder à cette perfection, il faut qu'il y ait la paix universelle. Et donc, la priorité, c'est de prendre conscience de ce chemin. L'humanité va prendre conscience de ça. On n'est pas très loin de cette prise de conscience de notre destinée. Pour l'instant, seuls des éclaireurs l'ont compris, les religions, certaines religions, lorsqu'elles parlent d'apocalypse, ça correspond un peu à ça. Lorsqu'elles parlent d'un système cyclique qui va vers l'âge d'or, voilà, c'est un peu cette idée d'évolution vers quelque chose vers une sorte d'apothéose. Puis il y a quelques philosophes qui ont pensé comme ça. Les philosophes du 19e siècle pensaient qu'à travers le progrès,
technique, on allait pouvoir atteindre quelque chose, voilà, la libération de l'homme, etc. Il y a des idéologies qui pensent aussi comme ça. En fait, par exemple, l'anarchisme, c'est-à-dire la liberté absolue pour chaque individu, mais qui ne s'affirme plus aux dépens de ses congénères. Donc un individu absolument clean, qui a plus aucune pathologie, qui est plus un danger pour l'homme. Alors évidemment, ça correspondra à ça, notre finalité. La finalité, elle correspondra à ce genre de choses. Elle correspondra aussi à ce que parlait le communisme, le marxisme, c'est-à-dire la mise en commun de tout, la fraternité, les valeurs du marxisme, l'égalité, ça sera ça dans le futur. Mais ça sera également les valeurs certaines valeurs dont parle le libéralisme, c'est-à-dire la liberté absolue, parce qu'on aura atteint la liberté absolue, il n'y aura plus aucune contrainte, plus de frontières, plus rien, plus aucune contrainte. Voilà. Alors, évidemment, il y a du boulot pour arriver à ça, mais on travaille, chaque être humain sur cette planète travaille à égalité avec les autres. On est tous à égalité dans cette œuvre. On construit une œuvre, on l'ignore, mais on est tous à égalité. Pourquoi? Parce que on donne toutes nos actions de notre vie, qu'on vive un jour ou qu'on vive 100 ans, on donne la totalité de nos actions à cette œuvre, sans le savoir. Et même c'est pas rentrer dans les mœurs, c'est pas rentrer dans la conscience de l'humanité. Mais en réalité, c'est ça. Parce que cette perfection, elle se construit aussi bien par le bien que par les actions qu'on appelle bien, que par les actions qu'on appelle mal, qu'on appelle juste, injuste, etc. Toutes nos actions, neutres, injustes ou quoi que... Même les actions les plus anodines de rien faire, voilà, construisent, travaillent à la construction de cette perfection. Et ça sera révélé, ça sera éclairé à un certain moment de l'évolution. L'orgueil de certains qui pensent qu'ils construisent mieux que d'autres, qu'ils en font plus, qu'ils ont plus d'importance que... Voilà, l'Occident, par exemple, a vraiment le sentiment qu'il valent plus que les peuples qu'ils oppriment depuis 600 ans. C'est totalement faux. On est vraiment... Il n'y a que de l'égalité. Et à la limite, s'il y avait un système qui serait au-dessus, ça serait les jaïnismes. Le jaïnisme qui refuse de tuer n'importe quel être vivant ou quoi que ce soit, par exemple. Ça serait le moine au fond de sa grotte et bien plus évolué finalement que le milliardaire américain qui veut prendre le pouvoir sur la planète. Voilà, donc Elon Musk, et vous verrez pourquoi je parle de ça, Elon Musk, il n'est pas plus important que le mendiant qui est en bas de son domicile. Pas plus. Ils construisent exactement au même degré, c'est-à-dire en donnant la totalité de leur existence, l'un comme l'autre. Voilà. L'un par sa souffrance, il influence les gens qui le voient, il travaille l'humanité de la même manière. Et après, par l'effet papillon, un sourire de ce côté-ci de la planète peut se transformer en tempête de l'autre côté, en quelque chose de grandiose. On ne sait pas comment ce qui est donné à travers un sourire. On donne un sourire à une personne qui va continuer, qui va croiser quelqu'un d'autre, qui va le transformer par quelque chose, etc. Et au final, c'est inouï la puissance d'une action en réalité. Et de toute action, même la plus anodine. Voilà, la plus anodine. Donc ça, c'est la base. Et vous allez voir pourquoi parce que là, nous allons commencer à travailler sur les libertariens. Parce que voilà, on est devant ce problème-là. On est devant ces Elon Musk, ces Zuckerberg, ces Trump, etc., qui sont en train d'arriver en force et de vouloir imposer une vision, parce que
c'est des libertariens de droite costaud, on va dire, de droite radicale. Et donc, ils sont en train d'imposer cette chose-là. Et on va voir pourquoi c'est pernicieux. Je vais le découvrir en même temps. Hein. Ça va être de la création, de la créativité spontanée. J'ai quelques idées comme ça, mais c'est à l'écoute des émissions. Et là, on va commencer par Ayn Rand. C'était une philosophe, on pourrait dire, russe qui a émigré aux États-Unis, fuyant le communisme, et qui avait une détestation absolue du collectivisme, de l'État-providence, de tout un tas de trucs. Bon, bref, elle pensait que l'égoïsme était vraiment une sorte de base. On va la découvrir. Moi, je ne connais pas, je n'ai pas lu son travail. Et dans son travail, elle a fait un roman qui s'appelle La Grève, je crois. Et à l'intérieur, il y a une personne qui parle et qui, en fait, donne sa théorie. Et on reprendra, après cette émission qu'on va écouter, là, on attaquera cette analyse sur laquelle, apparemment, de nombreux penseurs se sont appuyés quelque part. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est. Ou alors, je pense que je vais faire comme ça. Ou alors, si je trouve quelque chose de plus clair pour parler du libertarisme tel que le voit, tel que le réfléchissent Musk, Trump, etc. Et Trump, je ne pense pas qu'il soit encore dans cette truc, mais bon, les Zuckerberg et puis ceux qui les ont influencés, comprendre leur visée, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que, évidemment, il y a quelque chose de dangereux dans leur théorie, mais il y a aussi de la réalité, comme par exemple dans l'anarchisme, et d'ailleurs beaucoup de ces libertariens sont anarcho-libertariens, je sais pas quoi, bon bref, ils partent de l'idée ils reprennent l'idée de l'anarchisme. Il y en a même qui sont marxistes et libertariens, un libertarien marxiste, et ça, je crois que là, il y a une véritable compréhension de la chose, parce que on va voir à quel point c'est injuste d'être libertarien en partant d'aujourd'hui, parce qu'on ne part pas tous à la même... on n'est pas tous au même niveau des starting blocks. Hein. Elon Musk, il est parti avec une famille qui était riche, etc. Zuckerberg, et tous les deux d'ailleurs, je crois qu'ils ont pillé la créativité de quelqu'un d'autre. Bref, il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a beaucoup de mecs qui ne se sont pas construits à la force du poignet et qui, en fait, arrivent avec déjà une possession, avec tout un tas un patrimoine, quoi. Alors, le libertarisme, il pourrait être viable si on disait, bon, on fait table rase de tout le passé, on part tous à zéro, la terre, elle est libre, etc. Et voilà, vous partez dans la compétition, une compétition respectueuse, et là, on est à égalité. Voilà. Parce qu'en réalité, le mérite qu'ils ont, il est pas aussi important que ce qu'ils pensent, à mon sens, que ce que leur narcissisme veut leur faire penser. Et donc, mais il y a des choses qui sont intéressantes dans ce côté de la liberté absolue. On arrivera à ça. Quand l'humanité aura atteint la perfection, la liberté, elle sera absolue. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Cette liberté, elle se prend au détriment des autres. Et ça va pas dans la théorie du libertarien. Ils sont en contradiction
totale avec ce qu'ils disent. Par exemple, ils veulent pas d'État, mais Elon Musk a profité à bloc des aides de l'État. Donc, c'est vraiment une utilisation de cette idéologie à leur fin propre. C'est pas quelque chose qui est universel. Et ça, c'est d'ailleurs très dommageable parce que Elon Musk, qui se dit autiste Asperger, d'ailleurs, moi maintenant, je commence à avoir. Avant, ça me gênait pas de dire que j'étais autiste Asperger de ce côté-là, mais maintenant, avec une telle icône, c'est un peu difficile. Hein. C'est comme celui qui s'appelle Pétain à la sortie de la guerre, quoi. Bon, bref, c'est un peu compliqué, mais ça, c'est une autre chose. Voilà. Alors, je vais lancer l'épisode. L'épisode de France Culture consacré à Ayn Rand, qui a peur des libertariens. Donc, je vous ai dit qui était Ayn Rand. Alors, je lance et je découvre en même temps. Hein. Et là, ça va être une toute petite vidéo parce que un petit peu de jeunesse d'un certain nombre de figures intellectuelles aux États-Unis qui se... C'est la grève, 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 c'est la grève. Et si je n'en faisais qu'à ma tête? Et si j'étais le héros, l'héroïne de ma propre existence? Et si je ne comptais que sur ma propre raison? Et si je refusais d'être aidée et de venir en aide à quiconque? Et si je faisais le choix de l'égoïsme? Et si j'avais le bonheur pour seule éthique de vie, son accomplissement productif pour seule occupation et comme occupation la plus noble? Eh bien, si je faisais tout ça, vous savez quoi? Peut-être serais-je détestée, mais je n'aurais fait que suivre, ni plus ni moins, les grandes lignes de la philosophie de Ayn Rand. Bon, voilà, donc... Je pense que c'est horrible de voir la destruction tout autour de nous et nous allons vers la catastrophe, voilà jusqu'à et à moins que le concept d'État-providence soit renversé et rejeté. Donc, elle a une haine de l'État-providence. Et voilà, ben, il faudra juste comparer les trois décennies sous État-providence, 1950, 1960, 1970, jusqu'à 1980 en gros, qu'on appelait les 30 glorieuses en Occident, en France, aux États-Unis, etc. Avec les 40 qui suivent depuis les années 80, pour voir à quel point le niveau de bonheur a complètement régressé. Dans les 30 glorieuses, l'État-providence était à donf. Il y avait un protectionnisme du peuple, de l'ouvrier, il y avait une solidarité inouïe entre ceux qui avaient pas assez, bon, que voilà, personne aurait eu l'idée d'aller critiquer quelqu'un qui était au chômage ou quelqu'un qui vivait avec les aides de l'État parce que il n'a pas la rapidité pour travailler clairement, ou voilà, il n'y avait pas l'idée de quelqu'un qui était inutile, quoi. Ce genre de pensée, c'était quelque chose qui n'était pas là. Et maintenant, les 30 glorieuses, les 40 honteuses, on pourrait dire, ben, le peuple, il est dans une détresse inouïe, en Occident comme enfin, dans tout l'Occident. Les seuls qui tirent, qui croient atteindre un peu de bonheur et qui sont en fait que sur le plaisir, ben c'est justement les milliardaires, ceux qui se gavent quoi pendant cette période-là. Il y a qu'eux qui tirent leur marron du feu. Après, voilà, il y a peut-être les 5-10% de la population qui peut encore vivre à peu près décemment, quoi, dans l'Occident. Donc il y a un gros problème. Alors, ça n'empêche pas que cette période a été nécessaire. Elle a servi à beaucoup de choses. Elle a équilibré des choses au niveau universel, au niveau du monde. Elle a permis
que des pans entiers du monde se développent, etc. Il n'y a pas de souci. Il y a des choses importantes dans cette partie, dans ces 40 honteuses. Mais il faut bien noter que ça fonctionne pas, quoi. Que c'est pas que ce modèle qui est semi-libertarien, on va dire, hein, parce ils ont grappillé tous les acquis sociaux, ils ont acheté tout ce qui appartenait à l'État. Voilà, et donc on voit bien que c'est un mouvement vers le libertarisme qui s'est développé pendant ces 40 honteuses. Et là, on voit à quel point sa philosophie C'est précisément cette tendance qui mène le monde au désastre. Parce que nous nous dirigeons vers un collectivisme et socialisme total. Un système où tout le monde est l'esclave de tout le monde. Vous n'avez aucun droit de dire à un homme qui produit de la richesse de quelle façon vous voulez qu'il la dépense. Voilà, on n'a pas le droit de demander à Elon Musk ou à un milliardaire de gérer la façon dont il le dépense. D'accord, bien sûr. Et si vous voulez son argent, vous ne pourrez l'obtenir que par son consentement volontaire. Et si vous voulez son argent, vous pouvez l'obtenir que par son consentement volontaire. Donc c'est la charité. On revient à quelque chose d'extrêmement archaïque. Et le problème, c'est que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que il y a quelque chose dans le cerveau humain qui fait que on donne, une fois qu'on a acquis des privilèges, on ne veut pas les lâcher. C'est valable pour n'importe qui. Alors, pour le peuple, à la limite, il est plus apte à lâcher prise parce qu'il est moins combatif, moins agressif. Donc, si on lui prend, il se fait une raison. Mais un riche, vous allez lui enlever un peu de son patrimoine. Là, il y a branle-bas de combat dans le système. C'est extrêmement difficile. Et donc, ça marche pas comme ça. Parce que eux-mêmes, ils sont en compétition, ces milliardaires. Donc, ils pourraient être le numéro 1 dans le chart. Donc, ils vont pas donner. Rien que par le système, c'est pas un système généreux. Donc évidemment qu'il faut obliger ceux qui les laisser s'amuser avec la compétition, avec l'argent, etc. Mais quand ils ont fini, leur prendre une partie pour faire tourner le monde, parce que tout le monde ne peut pas être sur leur psychologie de winners, de types qui sont de types qui aiment la compétition, qui sont dans ce move-là. Le peuple, il n'a pas besoin de ça, il ne s'intéresse pas à ça. Lui, il veut être tranquille, il veut être heureux. C'est autre chose. Et heureux, c'est pas la compétition du tout, c'est autre chose. C'est la paix, c'est la fraternité, l'amitié, pouvoir se promener, rencontrer ses amis autour d'un bon repas, voilà, voir ses enfants être heureux, s'amuser, vivre, apprendre, se développer, voilà. C'est ça le bonheur. Voir que leurs enfants seraient un peu plus heureux qu'eux-mêmes, alors que depuis les 40 honteuses, nos enfants sont moins bien lotis que nous-mêmes. Et ça, c'est une honte. Voilà, ça veut dire qu'on est en régression, tout simplement. Voilà. Et donc, cette vision, elle est extrêmement contestable, tout simplement. Alors, elle s'appuie sur ce qu'elle a vécu, le collectivisme en Russie, le manque de liberté, tout ça. C'est légitime qu'elle soit complètement remontée contre ça. Mais ça n'a rien à voir avec les 30 Glorieuses, avec un système qui est équilibré, un système généreux, un système social important, mais qui en même temps laisse des libertés. C'est autre chose. Les 30 Glorieuses, c'était ça. C'était pas le collectivisme, c'était pas... il y avait l'État-providence, mais c'était pas que ça. Il y avait la possibilité pour ceux qui aimaient être en compétition d'être en compétition, et ceux qui n'avaient pas les moyens de la compétition parce que ils étaient trop cool, ça allait trop vite pour eux,
ils étaient pas combatifs, etc., ben ils pouvaient être fonctionnaires, etc., ils étaient dans l'État-providence, et tout allait bien pour eux, c'était parfait. Voilà, il y en avait pour tous les goûts. Il y avait les Michelin d'un côté qui cartonnaient leurs trucs, les Dassault et compagnie, qui aimaient bien être dans ce move-là, et puis il y avait les ouvriers qui cherchaient à être juste en paix. Voilà comment ça se passait. La bonne volonté n'est pas nécessaire, seulement l'intérêt personnel. Je crois en des routes privées, des postes privés, des écoles privées. Bonjour Alain Laurent. Bonjour. Vous êtes philosophe, essayiste, directeur de collection. Il y a plus que du privé, mais là si on atteint ça, je pense que c'est un peu ce que veulent arriver à faire les Musk, etc. Si on atteint ça, on est on retourne au médiéval, quoi, à l'époque où il y avait des fortunes et puis des serfs, des esclaves, quoi. Il y a plus ceux qui n'ont plus accès à la terre, plus accès à un lopin de terre, qui sont obligés d'être les serfs de ceux qui ont accumulé tellement de richesses qu'ils peuvent tout acheter. Et c'est exactement le problème, là. C'est que on va vers ce mécanisme-là. Ça, c'est un point qu'il faudra noter. Belles lettres, vous avez écrit une biographie de Ayn Rand, dont on vient d'entendre la voix et dont nous allons parler durant l'heure qui vient. Ayn Rand, ou la passion de l'égoïsme rationnel, c'est paru aux éditions Les Belles Lettres en 2011. Puis vous avez aussi publié un recueil de textes d'elle, Une philosophie pour vivre sur la Terre, qui est aussi paru aux éditions Belles Lettres en 2020, juste avant le confinement. Alors voilà, on a choisi dans cette semaine sur les libertariens de consacrer une émission à Ayn Rand. Alors, il faut bien voir que ça a été fait en 2022, juin 2022. Donc, c'était l'époque. Le monde a drôlement changé en très peu de temps, avec l'élection de Trump. Et donc, là, ça n'a peut-être... Il faudra bien voir. Là, ça va être intéressant de réfléchir à la façon dont c'était pensé à l'époque le libertarisme et la façon dont il peut être pensé maintenant avec l'arrivée de Musk au pouvoir, de Trump et qu'est-ce que je découvre en préparant l'émission? Qu'elle-même ne se décrit pas comme libertarienne. Alors, est-ce qu'on s'est trompé d'émission? Est-ce qu'on s'est trompé de semaine? Non, mais ça vient du sens très large que le mot libertarian a aux États-Unis. Alors, il y a les libertarians au sens large, c'est-à-dire tous ceux qu'avant on pouvait qualifier de classical liberalism, c'est-à-dire des libéraux classiques. Alors là, ils figurent aux côtés de Hayek, de Mises, de Friedman, qui ne sont pas spécialement d'ailleurs des libertariens. Et puis, il y a un autre sens à libertarian qui peut se rapprocher de l'anarcho-capitalisme, par exemple, où on est beaucoup plus hostile à l'État, où pratiquement on prêche l'instauration d'une sorte de régime du tout privé, voyez-vous. Ce qu'on a entendu d'ailleurs dans l'archive. Donc, Ayn Rand est plutôt une libertarienne au premier sens, et le paradoxe, c'est qu'elle détestait les libertariens au deuxième sens, qu'elle qualifiait de zombies, de hippies dégénérés, etc. Mais pourtant, dans l'archive qu'on vient d'entendre, Alain Laurent, donc c'était donc la voix de Ayn Rand, très bien doublée par Manon de la Salle. Donc cette archive du 25 février 1959, on entend quand même Ayn Rand nous dire qu'elle ne croit qu'en des routes privées, des postes privés, des écoles privées. C'est bien le second sens du libertarianisme. Ce qui veut dire qu'il faut payer partout. Voilà, la seule chose, c'est que voilà, c'est la fabrique de l'esclave, parce qu'il faut toujours payer dans un truc comme ça, payer la route, payer l'école, payer voilà, tout payer, voilà, en somme. Et ça, c'est un problème qu'il faudra vraiment creuser. Non, parce que ça s'accompagne d'une adhésion à ce qu'on appellerait en France le régalien. Donc c'est une personne qui est tout à fait partisan d'un État minimal fort qui s'occupe de ce qu'on appelle plutôt aux États-Unis le gouvernement, et par exemple qui s'occupe de la justice, de l'armée, de la police, etc. Et elle y tient beaucoup. C'est pourquoi d'ailleurs elle est honnie par un certain nombre de libertariens de tendance. Oui, parce que c'est en fait
les riches s'appuient sur un État fort. Ça, il n'y a rien de mieux pour les riches que d'avoir un État qui les protège du peuple et c'est le principe de ce qui se passait sous les rois, quoi, sous le système des rois. C'est-à-dire que les nobles étaient protégés parce que il y avait derrière, ils avaient l'armée, ils avaient le roi avec l'armée, la police, la maréchaussée, voilà, les gens qui les protégeaient et qui empêchaient voilà, les 99% de pauvres de réclamer quelque chose aux 1% qui les abusait. Plus anarcho-libertaire. Et donc cette idée qu'elle a du privé, qu'est-ce qu'elle entend par privé alors en fait dans cette archive? C'est juste le fait que tout ce qui relève des droits individuels relève du privé, c'est ça? Le privé, c'est-à-dire que l'une de ses idées fortes, c'est la séparation de l'État et de l'économie. Donc il y a bien un État chez Ayn Rand, mais il ne s'occupe absolument pas d'économie, et puisque l'État ne s'occupe pas d'économie, ça renvoie à la sphère privée. Donc la sphère privée, c'est à la fois tout ce qui concerne l'existence personnelle des individus, mais également leur coopération, leur concurrence dans le domaine de l'économie. Il n'y a pas de régulation de la part de l'État. Voilà, mais c'est clair que si l'État ne s'occupe plus que de la justice, de l'armée et de la police, tout le reste est livré au business. Et on voit bien que c'est insupportable, quoi. On le voit, on commence à le mesurer là, à quel point c'est insupportable. N'importe quoi qu'on fasse, c'est payant, quoi. On peut plus. On voit que le gratuit est alors là, on parle d'Ayn Rand comme si c'était une figure très connue. Son nom, c'est vrai, circule pas mal quand même, mais c'est pas non plus un grand nom de la philosophie. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il est justifié de consacrer une émission à elle? Alors peut-être dans une semaine sur le libertarianisme, mais déjà une émission sur cette philosophe qu'on a tendance plutôt à disqualifier justement comme philosophe. Oui, alors elle s'est toujours voulu, et de plus en plus au cours de sa vie, être une philosophe. C'est quelqu'un qui, lorsqu'elle était étudiante à Saint-Pétersbourg, donc en Russie, dans les années 1915-1916, peu avant la Révolution, qui a fait donc un cursus de philosophie. C'est là qu'elle a connu et commencé à apprécier Aristote, entre autres. Et la ligne de force qui traverse son existence, c'est en effet de défendre une certaine conception justement de la vie personnelle. C'est ce qui est illustré dans ses premiers romans. Et à un moment donné, elle comprend que elle ne dispose pas de base suffisamment forte pour justifier, pour étayer son propos. Par exemple, son propos essentiel, c'était vivre pour soi. Mais sur quoi s'appuyer pour le justifier? Et à ce moment-là, elle fait un retour, si on peut dire, aux sources, aux fondamentaux et à la philosophie. Et c'est là qu'elle rencontre à nouveau Aristote et qu'elle reconstruit, et qu'elle construit plus exactement son propre système philosophique. Ce qu'elle a appelé par la suite l'objectivisme, dont les deux principaux traits sont d'une part le réalisme, reconnaître l'existence de la réalité, et le rationalisme. L'être humain ne peut survivre, se développer, s'épanouir que grâce à la raison. Voilà, bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais c'est vraiment passionnant. Je ne connaissais pas du tout le libertarisme. Et je vois que il va falloir bien le cerner pour pouvoir comprendre à quel point il peut être un danger, comme il apporte des solutions sans doute, mais il peut être un grand danger pour l'humanité. Voilà, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires si vous le pensez. Et par contre, je ferai peut-être une petite vidéo pour ça, mais si vous avez des connaissances en libertarisme, eh bien,
on peut travailler ensemble. J'aimerais bien, voilà, travailler sur un échange comme ça où je peux m'appuyer sur des choses vraiment sûres et un peu certaines, parce que c'est un peu olé olé mon travail. Hein, et voilà. À bientôt.